Bonjour, donc dans la dernière vidéo, nous avons vu la relation entre le volume et la pression. Dans cette vidéo, on va introduire une des troisièmes variables qu'on peut explorer avec les gaz, la température. Donc, premièrement, on va regarder aux différentes unités de température, notamment les degrés Celsius et les degrés Kelvin. Et deuxièmement, on va explorer la relation entre le volume et la pression qu'on a vu dans la dernière vidéo et la température. Puis on va explorer deux lois. C'est la loi de Charles et la loi de Gay-Lussac. Puis on va apprendre un peu comment ces deux lois peuvent être intégrées avec la loi de Bohr-Mariotte. Donc, pour débuter, la température, c'est quoi? Encore une fois, c'est quelque chose que vous avez certainement vu dans le passé, vous avez utilisé à de nombreuses reprises, vous avez déjà probablement un assez bon concept que la température, c'est une mesure de la chaleur ou de l'absence de la chaleur. Et c'est mesuré généralement en unité de degrés Celsius ou en Kelvin. Nous avons les États-Unis qui utilisent encore les degrés Fahrenheit. Nous autres, on ne va pas utiliser les Fahrenheit, c'est pas d'usage courant au Canada. Au Canada, on utilise les Celsius généralement en usage courant, et en science, on utilise les Kelvins. Donc, 0 degré Celsius, c'est égal à 273,15 Kelvin. Ça, c'est la relation entre les deux. Puis, la raison qu'on utilise Kelvins, c'est parce que 0 Kelvins, qui est donc moins 273 degrés Celsius, c'est le zéro absolu. C'est la température la plus basse qui existe, qui est possible. Tu ne peux pas avoir une température, un objet qui est à une température avec moins de chaleur que 0 Kelvin. Tu ne peux pas aller plus loin que moins 273 degrés Celsius. Donc, les scientifiques utilisent Kelvin pour éviter les valeurs négatives, pour avoir une échelle qui commence à 0 et qui monte toujours, qui reste toujours dans les positives, et ça élimine le besoin de gérer les nombres négatifs. Essentiellement, c'est de là, c'est une raison pratique d'utiliser les Kelvin au lieu des degrés Celsius. Bon, donc on a vu la loi de Boyle-Mariotte dans la dernière vidéo qui parlait de la relation entre la pression et le volume. Et on a vu que plus tu augmentes la pression, plus tu diminues le volume, c'est une relation proportionnellement inverse. Ici, la température et le volume, c'est une représentation, une relation qui est directe, une proportion directe l'un à l'autre. Si tu augmentes la température, tu vas augmenter le volume en proportion. Imagine par exemple que tu as ton piston encore. Donc ici, tu as un certain volume que tu occupes avec des particules de gaz. Oups. Je veux des particules d'air. Ok, j'ai des particules. Donc, c'est un certain volume, mais le volume peut changer parce que ce piston peut bouger en haut puis en bas. Puis disons que je change pas manuellement le piston, mais en dessous, je vais mettre un petit feu. Tu sais, j'ai mon feu là avec moi. Ok, j'ai un feu en bas. J'augmente la température du système. Les particules à l'intérieur du système, on a vu que le plus que tu augmentes la température, le plus que tu augmentes l'énergie cinétique des particules. Ces particules vont vouloir bouger plus qu'avant. Et le plus qu'ils bougent, le plus qu'ils vont vouloir augmenter l'espace qu'ils occupent, parce qu'ils vont se frapper et vont essayer de chercher plus d'espace. Donc naturellement, on va voir que le piston va monter et que le volume qui sera occupé par ces mêmes particules va être plus élevé qu'avant. Parce que mes particules bougent plus et vont chercher à se distancer plus l'un de l'autre.
Donc, la loi de Charles nous dit que la température est proportionnelle au volume. Et on peut transformer ça en expression mathématique qui a l'air comme ceci. V1 sur T1 est égal à V2 sur T2. Si une chose bouge, l'autre chose bouge en proportion. Puis on peut utiliser cette relation pour résoudre des problèmes quantitatifs qui parlent de le volume et la température. Donc, par exemple, le matin, on gonfle un ballon à un volume de 25 litres. Donc, notre V1, c'est 25 litres. C'est de l'air, c'est un gaz, et la température est 15 degrés. Donc, mon T1 est 15 degrés Celsius. L'après-midi, le volume du ballon augmente à 26 litres. Donc, mon V2, c'est maintenant 26 litres. Et je veux savoir quelle est la température l'après-midi. T2, c'est quoi? Donc, quand vous faites des calculs avec la loi de Charles, il faut toujours faire vos calculs de température en Kelvin, pas en degrés Celsius. La loi de Charles ne fonctionne pas avec les degrés Celsius parce que c'est basé sur la relation entre les températures en Kelvin et les volumes. Donc, il faut toujours utiliser en Kelvin. Donc, on va changer notre température ici à Kelvin. Donc, pour transformer degrés Celsius à Kelvin, on ajoute 273,15. Donc, ça nous donne une température en kelvins de 288,15 Kelvin. Là, on veut savoir T2. Donc, on va utiliser notre formule qui est V1 sur T1 égale V2 sur T2. J'ai 25 sur 288,15 litres Kelvin égale 26 litres sur T2. Donc là, pour isoler T2, je vais réarranger ma proportion pour isoler T2. Je vais juste faire ça rapidement. Si vous avez besoin de l'aide avec cette étape, vous pouvez venir me voir en classe. Mais T2 va être égal à 26 litres fois 288,15 kelvins divisé par 25 litres. Là, on peut voir que nos litres et nos litres vont s'annuler, que ma réponse va être en Kelvin. Donc, T2 sera égal à 299,68 Kelvin. Et si je veux transformer ça en degrés Celsius, je vais enlever 273,15. Donc, T2 en degrés Celsius serait 299,68 moins 273,15. T2 serait donc égal à 26,5 degrés Celsius. Donc, si la température augmente par 1,5 degrés Celsius au courant de la journée, le volume du ballon va augmenter par 1 litre si le ballon ne perd pas de gaz, si c'est parfaitement scellé. Donc là, on a vu la relation entre la température et le volume, et on avait déjà vu la relation entre le volume et la pression. Est-ce qu'on peut donc mettre tout ça ensemble un peu? Puis la réalité, c'est que oui, parce qu'on voit que si on augmente la température, on augmente également la pression. Et éventuellement, on va voir un peu la relation entre les trois, la température, la pression et le volume. Donc, pour expliquer la loi de Charles, j'avais utilisé un exemple avec un piston.
un contenant où le volume pouvait changer. Imaginons pour une seconde qu'on a un volume qui ne peut pas changer. Disons qu'au lieu d'une piston, j'ai une boîte. Une boîte qui ne peut pas être, dans la taille, ne peut pas être modifiée. Et à l'intérieur de ma boîte, j'ai un tonne de particules de gaz. Puis là, je mets sous la boîte mon feu. C'est mon dessin incroyable d'un feu. Ok, j'ai un feu sur la boîte. J'augmente la température des particules dans la boîte. Les particules vont toutes avoir une énergie cinétique plus élevée. Ils vont bouger plus, ils vont être plus en mouvement. Ils vont chercher à obtenir plus d'espace. Mais le problème, c'est que l'espace est fixe. L'espace ne change pas. Qu'est-ce qui va donc se produire? La pression va augmenter. Parce que soudainement, la force avec laquelle les particules vont frapper les côtés de la boîte va augmenter. Parce qu'ils bougent plus avec plus d'énergie. Et si la boîte ne peut pas changer, la force qui s'applique aux côtés de la boîte va augmenter. Et on a vu que la pression, c'est la force par l'air. Puis si l'air ne change pas. Donc si la force augmente et l'air ne change pas, la pression va également augmenter. Donc la loi de Gay-Lussac nous dit que la température est proportionnelle à la pression. Que si la température augmente et le volume ne change pas, la pression va également augmenter. Et la loi de Gay-Lussac, de façon mathématique, peut être exprimée de la même façon que la loi de Charles remplace le volume avec la pression. Et on peut dire que P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Okay? C'est la même chose que la loi de Charles, sauf que c'est la pression au lieu du volume. Dans la loi de Charles, c'est la pression qui était constante, le volume pouvait changer. Dans la loi de Gay-Lussac, le volume ne change pas, c'est la pression qui peut changer. Donc, on va juste faire un exemple avec la loi de Gay-Lussac. Un pneu d'automobile contient de l'air à une pression de 370 kPa. Donc, notre P1, c'est 370 kPa. Et la température, c'est 15 degrés. Donc, T1 est 15 degrés Celsius. Si on convertit ça en kelvins, on va ajouter 273,15 pour avoir une température de 288,15 Kelvin. Si la température de l'air se réchauffe à 60 degrés Celsius, donc T2 est égal à 60 degrés Celsius, ou bien 333,15 Kelvin, quelle sera la pression de l'air dans le pneu? Okay. Un pneu d'automobile, c'est un volume fixe, c'est un volume qui ne peut pas vraiment changer. Donc, quelle va être la nouvelle pression? Donc, on va établir notre formule mathématique encore. So, on avait P1 sur T1 est égal à P2 sur T2. Donc, je vais juste bouger de cette façon ici. On a 370 kPa sur 298 Kelvin, qui est égal à P2 divisé par 333,15 Kelvin. Ce que je vais faire, c'est multiplier les deux côtés par le dénominateur de ce côté-ci. Donc, je vais multiplier ça par 333 par 15 kcal et je vais multiplier ce côté-ci par 333 par 15 Kelvin. Donc là, je peux voir que ça et ça va s'annuler. Mon kelvins et mon kelvins va s'annuler. Et ma réponse va être en kilopascal. Donc, si je continue comme ça, P2 sera égal à 427,78
Non, c'est quoi? On a 3 chiffres significatifs ici. 428 kilopascal serait la nouvelle pression à l'intérieur du pneu si la température augmente par 45 degrés Celsius.